Donc bienvenue, aujourd'hui on va démarrer avec une petite série sur les hormones parce que voilà, ça fait intégralement partie de la médecine intégrative et parce que j'ai quand même une grande population de femmes, je dirais à partir de 35-40 ans, typiquement l'âge où on peut commencer à souffrir un peu de déséquilibre hormonal, de préménopause, de syndrome prémenstruel, de l'infertilité, voilà, plein de différents problèmes dans lesquels vous pouvez vous reconnaître. Et donc voilà, j'ai décidé de démarrer avec ce sujet-là. Aujourd'hui, plutôt introduction un peu c'est quoi les hormones. On va surtout parler d'une glande qui n'est pas forcément très bien connue et c'est la glande surrénale. Donc je vais mettre l'accent un peu là-dessus aujourd'hui et après on va parler de la thyroïde, un peu du pancréas pour après finir avec des différentes méthodes pour équilibrer vos hormones, surtout d'une façon naturelle, des choses que vous pouvez faire vous-même parce que je ne suis pas moi-même souvent amené à prescrire des hormones externes. Ça se fait vraiment que quand toutes les autres possibilités, je dirais, ont échoué. Donc voilà, il faut savoir que les hormones, en fait, ils vont être responsables de deux états dans lesquels notre corps peut se retrouver. Et ils vont essayer d'équilibrer ces deux états. C'est ou bien un état où on va être amené à se reposer, donc à se régénérer, où les cellules vont se régénérer, growth and regeneration en anglais, ou bien fight and flight en anglais, donc le fameux réponse de stress où on va être en état de combattre ou de fuir. Et notre corps va toujours être amené à faire un des deux, et les hormones, ils vont faire un tout petit peu l'équilibre, je dirais, entre ces deux états. Alors, les hormones, ils sont donc des petites substances qui sont sécrétées par différentes glandes dans notre corps, qui sont plutôt en général assez petits et qui vont être dispersés un peu partout dans le corps. Pour vous donner quelques exemples, le plus important, c'est l'hypophyse. Il va se trouver au niveau du cerveau et ça va être un peu le chef d'orchestre. Donc lui, il va envoyer des signaux à différentes autres glandes, comme celle qui est bien connue, la thyroïde, qui va se trouver ici, les glandes surrénales sur lesquelles on va un peu élaborer tout à l'heure, qui se trouvent plutôt au niveau, qui sont en fait assis sur les reins, la glande pinéale qui se trouve aussi au niveau du cerveau. Après aussi des organes qui vont produire des hormones, comme les gonades, donc c'est les testicules, les ovaires, qui vont produire les hormones sexuelles. Et le pancréas qui va être plutôt responsable de l'insuline et du glucagon. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe en fait? Une fois qu'une hormone est sécrétée, elle va migrer à travers le sang et elle va trouver sa cellule cible. Cette cellule cible, elle a un récepteur. L'hormone va se lier sur ce récepteur et elle va en fait faire en sorte que cette cellule va être plus ou moins activée. Tout dans le but en fait de garder un certain équilibre ou une certaine homéostasie dans le corps. Alors, ces hormones, ils sont très souvent ils vont pas agir seuls, donc ils vont faire partie d'une cascade, donc d'une réaction en chaîne. Et alors, la cascade, je dirais, la plus importante sur laquelle on va parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle en anglais la HPA, axis, donc hypothalamus, pituitary gland, adrenals. Donc, hypothalamus, hypophyse et glande surrénale. Le HPA axis, qui va donc être l'axe en fait très très important dans notre corps, surtout je dirais dans la patientèle qui vient me voir, qui sont souvent comme beaucoup de gens actifs, avec un axe de stress qui est en surcharge, qui est trop actif. Donc voilà, je vais vous clarifier un peu tout ça. Et pour ça, il faut bien comprendre ce que c'est la glande surrénale, parce que c'est une glande qui est toute petite, mais dans laquelle en fait énormément de choses se passent. Donc elle est faite en fait de deux parties. Elle est faite d'une partie extérieure qui va être la partie qui va sécréter des hormones, qui s'appelle le cortex, voilà, et une partie intérieure qui s'appelle la médulla et qui va plutôt sécréter des neurotransmetteurs. Donc la partie extérieure, elle va produire
trois types d'hormones importantes. Le premier, la plupart d'entre vous ont certainement déjà entendu parler de ça, c'est le cortisol ou l'hormone du stress. Donc je vais vous donner un peu d'explications là-dessus plus tard. Après, il y a des hormones, il y a une hormone qui s'appelle l'aldostérone, qui est aussi produit dans cette partie-là. Et il y a aussi des hormones sexuelles qui sont produits dans cet endroit-là des surrénales, donc comme la DHEA, la testostérone, un peu d'œstrogène, et voilà. Alors, on va démarrer à vous expliquer un peu ce qui se passe avec ce fameux cortisol. Donc, quand il y a un événement stressant, le cortisol, l'hormone de stress, va monter. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, ce fameux cortisol? La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de faire en sorte qu'il y a assez de sucre dans le sang. Donc, la glycémie, elle monte. Et elle va faire ça à travers différentes techniques, notamment à libérer du sucre du foie et des muscles. Et si on ne fait pas attention, ce sucre, il va être transformé en gras à travers l'insuline, à travers la montée de l'insuline. Et ce gras, il va typiquement se mettre autour du ventre. Je vais élaborer un peu plus ça tout à l'heure. Le cortisol, il va aussi avoir un effet anti-inflammatoire. Pensez à toutes ces maladies en fait où on a de l'eczéma ou de l'allergie ou des maladies auto-immunes. Qu'est-ce qu'on va faire dans la médecine traditionnelle? On va typiquement donner de la cortisone parce que ça va diminuer cette réponse inflammatoire. Il y aura un effet sur la douleur, un effet sur la peau. Le cortisol va aussi faire diminuer la vitamine D. Et si on en a trop pendant trop longtemps, on peut même avoir une perte osseuse qui va donc amener à de l'ostéoporose. Et on peut aussi se retrouver dans un état de résistance au cortisol où notre corps va en fait perdre sa sensibilité au cortisol et donc aller dans un état plutôt pro-inflammatoire. Donc voilà, ça c'est sur le cortisol. L'autre hormone sur laquelle je vous ai parlé, c'est l'aldostérone. L'aldostérone, elle est importante dans l'équilibre ou dans l'homéostasie des différents électrolytes, type le potassium, le calcium, le magnésium, le sodium. Donc voilà, ça c'est son rôle à lui. Et après, donc, il y a les hormones sexuelles. Après, donc, dans l'intérieur de cette glande surrénale, il y a donc la médulla. Et là, il y a des catécholamines qui vont être produites. Donc, deux substances que vous connaissez, c'est l'adrénaline et la noradrénaline. Et l'adrénaline, elle est vraiment en lien avec le système nerveux orthosympathique, donc la fameuse réaction fight and flight. Elle va augmenter la tension artérielle, elle va augmenter le rythme cardiaque, donc elle va vraiment tout faire pour vous mettre dans un état de fuir ou de combattre. Donc vous vous rendez bien compte en fait que si vous êtes dans une situation stressante, l'hypophyse, donc l'hypothalamus, il capte ça, il envoie un signal à l'hypophyse qui envoie à son tour un signal aux glandes surrénales, vous allez produire cortisol, vous allez produire adrénaline, donc les hormones de stress sont à fond et vous êtes dans un état de fight and flight, donc pas du tout dans l'état de récupération, régénération et tout ça. Les effets d'être trop longtemps dans cet état d'augmentation d'hormones de stress, qui est le cas pour beaucoup de gens entre vous, moi je suis le premier exemple, vivent en fait toute la journée avec l'impression qu'ils sont poursuivis par un lion. Parce qu'en fait, c'est ça le stress, c'est que c'était en fait imprimé dans nos corps pour cette raison-là, pour se déclencher à certains moments donnés, quand on était en danger, donc quand il fallait vraiment fuir ou se combattre. Mais après, normalement, ça descendait. Sauf qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, on est en fait presque tout le temps dans cet état de stress prolongé. Et donc, si c'est le cas, on va développer ce qu'on appelle le adrenal body type en anglais, donc le type de corps surrénal. Bon, voilà, imaginez-vous l'homme d'affaires entre 45 et 50 ans, qui a beaucoup de stress, qui ne mange pas forcément d'une façon exagérée, qui va peut-être boire un verre de vin ou deux verres de vin le soir, et qui a une accumulation de gras autour du ventre, qui a du mal à faire du muscle. Voilà. D'ailleurs, la femme aussi, à partir de 50 ans, beaucoup de mes patientes vont se plaindre de ce gras
abdominale qu'ils n'arrivent pas à perdre. Et ça, donc, c'est, comme je vous ai expliqué, la prolongation de cette sécrétion de l'hormone du stress qui va augmenter le taux de sucre, donc la glycémie dans le sang, à travers différents mécanismes. Et cette glycémie va faire monter l'insuline, et l'insuline va transformer le sucre en gras. Pourquoi au niveau du ventre? Parce qu'en fait, c'est un endroit central où en fait tous les organes vitaux vont se trouver, et c'est comme le gras est vu par le corps comme une source d'énergie. Donc quelque part, ce gras va protéger, va entourer, encapsuler les organes vitaux. Et on appelle ça donc aussi du gras viscéral. Donc ces gens, ils vont avoir du gras extérieur, mais aussi du gras qui va s'accumuler autour des organes vitaux. Voilà, ça va être des gens souvent avec des jambes un peu fines et pas beaucoup de muscles au niveau du torse et le petit ventre qui vient donc pas toujours du fait de boire trop d'alcool. Qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là qui ont ce type de personnalité-là au niveau cognitif, au niveau de leur cerveau? Ça va être des gens qui vont beaucoup réfléchir, qui vont beaucoup cogiter, qui vont avoir très peu de tolérance en fait par rapport au bruit. Souvent, même le tic-tac d'une montre dans une pièce ou de la musique va les irriter. Moi-même, j'ai une petite anecdote par rapport à ça, c'est que quand j'étais dans une période très stressante de ma vie, on allait dans un chalet à la montagne, et il y avait des vaches très paisibles qui étaient en train de manger de l'herbe, il y avait des petites cloches autour de leur nuque, et juste le bruit de ces cloches me rendait complètement fou. J'étais dans un état de nervosité totale, jusqu'à ce que j'ai voulu même aller demander aux paysans du coin d'enlever les cloches de la vache, qui était évidemment pas possible. Et à cette époque, je m'en voulais, et maintenant je me rends compte que non, c'était pas moi, c'était simplement mes hormones qui étaient complètement déséquilibrées, donc ce fameux cortisol qui vous rend en fait intolérants. Ça donne des gens qui sont intolérants à la lenteur, qui sont intolérants à l'incapacité de prendre des décisions des autres. Donc voilà, des gens un peu colériques et intolérants, je dirais. Après, au niveau du sommeil, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, vous pouviez bien vous imaginer, donc des problèmes d'insomnie souvent, donc des difficultés à vous endormir le soir, mais aussi typiquement un réveil vers 2-3 heures du matin, parce que voilà, il faut simplement vous imaginer, c'est comme si vous essayez de vous endormir ou de rester endormi avec un lion qui vous poursuit toute la nuit. Un petit mot sur le sport, parce que beaucoup de gens qui sont dans cet état-là pensent qu'aller courir, parce que la course c'est le sport qui est le plus facile, hein, on met ses baskets et on est parti. C'est en fait pas vraiment une très bonne idée, parce que ça fait monter le rythme cardiaque, ça fait monter la production de cortisol, donc le sport à endurance, et ça va en fait aggraver la problématique, on va être dans un état inflammatoire. Et donc pour ces gens-là, c'est une meilleure idée de faire des sports calmes qui vont vous aider à vous relaxer, à diminuer la production du cortisol, comme le yoga, le pilates, la marche. Qu'est-ce que ces gens vont encore avoir? Ils vont avoir envie de manger du sucre, parce que comme je vous ai expliqué avant, l'aldostérone, qui est donc aussi produit et sécrété par le surrénal, il va aussi être compromis, et on va perdre du sel à travers les urines, et ce sel, on a envie de le compenser, on mangeait des chips, des noix, des cacahuètes et tout ça le soir. Plus tard, dans une des prochaines vidéos, je vais vous aider, je vais vous expliquer comment remédier à ça. On va aussi perdre des acides dans les urines, donc ça va aussi être des gens qui vont être attirés par des choses acides comme des pièces de citron, comme tout ce qui peut être acide, les ananas et tout ça. Et un autre effet qu'on peut voir, c'est qu'il peut y avoir une réaction catabolique des muscles. Donc les muscles vont se détruire d'une certaine façon, et c'est surtout le muscle du quadriceps qui va s'affaiblir, qui va se détruire. On va perdre du muscle, et ça va être des gens qui vont en un coup avoir du mal à se relever d'une chaise, ou qui vont avoir du mal à monter un escalier, qui vont avoir du mal à grimper, avec comme suite aussi des douleurs au niveau du genou. Ça peut nous donner le syndrome du jambe sans repos aussi, par exemple, et des petites crampes au niveau des muscles.
Malheureusement, ce qui va aussi se passer, c'est qu'on va vieillir un peu précocement, donc on aura la peau qui commence à perdre du collagène, de là l'importance